Euh, Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Euh, je ne suis pas, je le dis toujours et je le répète, je ne suis pas très bon dans les maniements des réseaux sociaux. Donc, tantôt, j'ai lancé un live et je me suis rendu compte que j'étais en mode privé. Bref. Euh, Bonsoir à tous, je répète. Donc, je vais être très expéditif. Je n'aime pas beaucoup passer du temps devant le attendre et tout. Bon, écoutez, tel que j'avais promis de répondre au professeur André Mbata pour une seconde fois sur une situation qui concerne la République démocratique du Congo, notre pays. Et il est passé à une émission dans laquelle on lui a posé la question de savoir si la RDC est-elle occupée ou a-t-elle déjà été occupée. Et M. André Mbata a botté en touche. Au lieu de répondre à la question qui lui a été posée, il a passé son temps à fustiger Honoré Ngbanda, bon, à m'attaquer aussi, parce que, bon, quelques jours auparavant, j'avais fait une sortie dans laquelle je voulais corriger toute une série d'inepties qu'il avait débitées sur la problématique des Banyamulenge. Donc aujourd'hui, on va parler de la question de l'occupation. C'est une réponse au professeur André Mbata, mais en même temps, je vais essayer d'être un peu pédagogique pour que l'on comprenne c'est quoi. Est-ce que le Congo est-elle occupé ou a-t-elle déjà été occupé? Parce que c'est la question que le monsieur, le YouTuber, lui avait posée. Euh, il n'était pas capable de répondre à cette question. Et moi, je crois que quand on se dit professeur d'université, qu'on bombe le torse d'être un intellectuel, quand on pose une question, vous devez répondre à cette question. Alors quand vous bottez en touche, il y a un problème. Et en même temps, il faut comprendre aussi dans ce genre de situation, c'est que des gens comme le professeur André Mbata ne peuvent pas se frotter à des vrais intellectuels, donc ils vont aller se retrouver dans des émissions souvent un peu ghetto, parce que ce ne sont pas des émissions d'un très haut niveau intellectuel, étant donné que l'animateur de l'émission, donc le monsieur, le youtubeur, est lui-même intellectuellement assez limité. Ce n'est pas pour l'insulter, mais c'est un fait. Et quand il y a une question qui est importante comme celle du Congo, de tous les enjeux relatifs au Congo, il faut élever le niveau de débat. Moi, je ne prétends pas avoir la science infuse, mais il faut une rigueur au niveau intellectuel quand on essaye d'informer les Congolais. Il faut le faire avec la plus grande rigueur et surtout quand on prétend être professeur d'université. Alors, moi, comme d'habitude, comme vous le savez maintenant, nous sommes dans ce que l'on appelle, on est maintenant en mode pièce contre pièce. Sur la question de l'occupation, moi, je ne veux pas vous parler de mes ressentis, de mon point de vue. Bien entendu, je vais faire une analyse, mais je vais vous parler des faits tels que la littérature décrit la question et tous les débats relatifs à cela. Bon, je ne dirai pas tous les débats parce que c'est beaucoup plus. Le débat est très important. J'ai juste. Je vais intervenir pendant quelques temps seulement pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Bon. Est-ce que le Congo a déjà été occupé? Est-ce que le Congo est occupé? A-t-elle déjà été occupé? La RDC est-elle occupée ou a-t-elle déjà été occupée? À la question, M. Mbata s'est contenté de dire c'est quoi l'occupation? C'est quoi l'occupation? Selon M. Mbata, l'occupation, c'est dans la tête des Congolais. Bon, ça pose problème pour quelqu'un qui se dit universitaire et qui a étudié les questions du Congo. Mais en même temps, je crois aussi que ça ne pose pas vraiment problème parce que M. Mbata il se définit comme un constitutionnaliste. Ce n'est pas un intellectuel, c'est un professeur de droit constitutionnel, mais ce n'est pas un intellectuel parce que l'intellectuel, c'est le travail de l'esprit et Mbata n'est pas intellectuel. M. Mbata, pardon, n'est pas intellectuel et nous devons au Congo savoir faire la part de choses. Un diplômé n'est pas nécessairement un intellectuel. Voilà. Un professeur d'université n'est pas nécessairement un intellectuel. Et M. Mbata n'est pas un intellectuel, c'est quelqu'un qui interprète la Constitution, point. Ce n'est pas quelqu'un qui fait un travail intellectuel soutenu qu'il peut étayer. Et donc, à la question de savoir si le Congo a déjà été occupé ou si elle est occupée, je veux vous répondre pièce contre pièce en me référant
au rapport des Nations Unies. Je ne veux pas prendre un rapport congolais, je ne veux pas prendre un rapport que Patrick Mbeko a écrit. Bien entendu, j'ai écrit 5 livres, j'ai contribué à 2 livres collectifs à l'étranger. Mais là, je veux me baser uniquement sur des rapports officiels qui sont vérifiables. Rappel des faits, rapport des Nations Unies de 2001. Occupation, que disent les rapports des Nations Unies? Rappel des faits, ça c'est le rapport des Nations Unies de 2001. Je lis pour vous, pour le bénéfice de tout le monde en tout cas. La République démocratique du Congo, située au cœur de l'Afrique équatoriale centrale, a une superficie de 2 267 600 km² et une population évaluée actuellement à 50 millions d'habitants. Nous sommes en 2001. Elle est dotée d'une biodiversité remarquable, de ressources minérales et forestières très riches et de sols fertiles se prêtant à l'agriculture. Ces conditions favorables, surtout dans l'est du pays, sont à l'origine de l'occupation actuelle et de la lutte pour l'exploitation de ressources naturelles. Monsieur Mbata, écoutez-moi bien, je vous lis un rapport des Nations Unies, je ne vous donne pas encore mes sentiments sur tout ça. Le rapport de l'ONU dit ceci, je répète, en parlant de richesse du Congo. Ces conditions favorables, surtout dans l'est du pays, sont à l'origine de l'occupation actuelle et de la lutte pour l'exploitation des ressources naturelles. On parle ici d'occupation, ce n'est pas Patrick Mbeko, ce sont les experts des Nations Unies. Paragraphe 18 de ce même rapport. Le groupe d'experts a passé en revue les processus par lesquels les ressources naturelles sont physiquement exploitées par les forces d'occupation, essentiellement celles du Rwanda et de l'Ouganda, en collaboration avec certains groupes rebelles en République démocratique du Congo. Ce n'est pas moi qui parle de forces d'occupation, ce sont les experts des Nations Unies. Pièce contre pièce. Paragraphe 46. Là, on parle maintenant de la phase d'exploitation de ressources naturelles. Que disent les experts de l'ONU? L'ampleur du pillage systématique auquel se sont livrés à divers niveaux en République démocratique du Congo, les rebelles et les militaires étrangers a jeté un voile sur les activités d'exploitation directe pendant les 12 premiers mois de la Deuxième Guerre. Une fois épuisés, une fois les stocks de ressources épuisés, les forces d'occupation et leurs alliés sont passés à une autre phase d'exploitation active. Paragraphe 60. Le dernier plan d'extraction organisé mis au point par les forces d'occupation comprend l'importation de main-d'œuvre pour les activités d'extraction. Là, ce n'est pas moi, je vous lis le rapport des Nations Unies. Ces dernières amenaient de la main-d'œuvre de leur propre pays et assuraient la sécurité et le soutien logistique nécessaire. En particulier, le Rwanda utilisait des prisonniers pour extraire le coltan moyennant une réduction de peine ou le versement de montants limités pour acheter de la nourriture. Le groupe d'experts a récemment été informé de la présence de 1500 prisonniers rwandais à Numbi, territoire de Kaélé. D'après le même rapport, ces prisonniers ont été vus alors qu'ils extraient du coltan sous la garde des soldats de l'armée patriotique rwandaise. Ça se passe en RDC. On parle d'occupation et des forces d'occupation nommément citées ici. Donc, on parle du Rwanda, de l'Ouganda et des autres forces. Réseau financier, paragraphe 77 du rapport des Nations Unies. Toutes les activités illégales menées dans l'est de la République démocratique du Congo, mais principalement les opérations commerciales, utilisent les réseaux financiers dans une certaine mesure. L'une des caractéristiques de ce réseau est le fait qu'il est capable de s'adapter rapidement au nouveau contexte politique et économique. Des villes comme Kisangani et Goma étaient déjà des centres commerciaux importants pour les diamants et les biens de consommation. Écoutez bien la suite. La plupart des banques opérant dans les zones occupées étaient déjà établies en République démocratique du Congo avant la guerre d'août 1998. Je répète, la plupart des banques opérant dans les zones occupées étaient déjà établies en République démocratique du Congo avant la guerre de 1998. Le siège où les banques correspondantes se trouvaient généralement à Kinshasa. Écoutez la suite du rapport. Avec l'occupation, ces banques et leurs correspondants ont souvent transféré leur siège à Kigali. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport des Nations Unies, M. Mbata, pièce contre pièce. Si vous n'êtes pas rigoureux, on va vous apprendre à devenir rigoureux, même minimalement. Voilà. Paragraphe 95. Là, les experts des Nations Unies parlent de l'Ouganda. Les exportations de diamants en provenance de l'Ouganda n'ont été observées que depuis quelques années et ce phénomène
coïncide curieusement avec l'occupation de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Paragraphe 108. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, la production et les exportations des minéraux révèlent une tendance à la baisse, imputable en partie à l'occupation des régions situées à l'est du pays. Ici, je ne fais que vous citer quelques extraits du rapport des Nations Unies qui parle de l'occupation du Congo. Est-ce que la RDC a déjà été occupée? La réponse est évidente. Et on peut même remonter plus loin parce que la notion d'occupation, est une notion qui est très vaste. D'ailleurs, on parle d'occupation dans plusieurs disciplines. Ici, nous sommes un peu dans le droit international et puis en sciences politiques. On va se limiter à ça. Alors, quand on pose une question simple à un professeur d'université qui bombe le torse d'être un intellectuel alors qu'il ne l'est pas en réalité, parce qu'un intellectuel, c'est un travail de l'esprit, il faut répondre à la question. Quand on ne le fait pas, ce n'est pas sérieux. Quand on parle d'occupation du territoire, vous ne pouvez pas nous parler de Mbanda parce que les gens n'en ont pas besoin. Vous ne pouvez pas parler de Patrick Mbeko parce que les gens n'en ont pas besoin. Donnez la réponse pour éclairer les Congolais. Ici, ce sont les rapports de l'ONU, c'est un rapport de l'ONU. Moi, je n'ai rien dit. Et quand vous lisez ce rapport, le mot occupation a été utilisé plus de 6 fois et force d'occupation plus de 5 fois. C'est un rapport des Nations Unies. Et ce n'est pas le seul rapport, parce qu'il y a beaucoup de rapports, je peux les aligner ici pour donner une bonne leçon à M. Mbata. Mais je ne veux pas le faire, je me limite à ces quelques documents. Un autre document qui vient étayer ce que je dis sur la notion d'occupation, c'est le rapport parlementaire belge sur le piège du Congo 2003. Juste un extrait de ce rapport-là. Sous l'occupation ougandaise, Agmon, une compagnie, allait finalement s'associer avec Salim Saleh, le petit frère de Yoweri Museveni, pour l'exploitation de réserves d'or à Durba. Le même rapport dit l'Ouganda n'extrayait pratiquement pas d'or sur son territoire et cette augmentation des exportations d'or ougandais était entièrement due à l'occupation du Nord Kivu et de la région aurifère de Kilomoto. Le rapport parle de force d'occupation et décrit la mécanique du pillage de ressources naturelles. Alors, M. Mbata, je pense qu'à un moment donné, il faut être sérieux dans la vie. Quand on ne sait pas quelque chose, on ne bombe pas le torse, on se documente, parce que nul n'a la science infuse. On prend la peine de se documenter pour éclairer ses compatriotes. C'est comme ça qu'on se comporte. Vous n'avez pas la posture d'un intellectuel et c'est pathétique. Je peux comprendre que vous passiez dans une émission qui est très ghetto, qui a un niveau pour une catégorie de Congolais, je le comprends. Je comprends aussi que la plupart de nos compatriotes sont habitués à la paresse intellectuelle. On le comprend. Que vous soyez interviewé par un YouTuber qui n'a pas des notions de sciences politiques, qui est intellectuellement limité, ça ne pose pas problème. Mais sa question était quand même très claire et vous avez été incapable de répondre. Ça, c'est le premier rapport des Nations Unies. Maintenant, on va revenir sur la notion d'occupation. Parce que c'est une notion qui est très vaste. Évidemment, quand on pose la question si le Congo est occupé, aujourd'hui, les avis divergent. Il y a des gens qui disent que le Congo n'est pas occupé et ils donnent l'argument, ils brandissent des éléments qui sont acceptables dans un débat intellectuel, scientifique et soutenu. Il y a d'autres qui disent que le Congo est occupé, ils donnent leurs arguments. Alors moi, mon point de vue est celui-ci, pardon. Pour moi, le Congo est d'une certaine manière occupé, mais pas tout le Congo, mais une partie du pays. Et je vais expliquer pourquoi. Mais avant d'aller plus loin, il faut que nous comprenions ceci. C'est quoi l'occupation? Je ne veux pas vous donner mon point de vue. Je veux vous dire ce que disent les textes et que dit la doctrine sur la question de l'occupation. Parce que aujourd'hui, dans le débat scientifique sur cette notion, ce concept, on sait aujourd'hui que la similitude entre l'occupation militaire telle que la conçoit le droit international humanitaire et certaines opérations de maintien de la paix sont aujourd'hui soulignées. On le voit. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui pensent que les forces des Nations Unies constituent aussi des forces d'occupation. Bon, ça, c'est un autre débat, mais on va revenir dans le débat congolais pour savoir si notre pays est occupé par qui et comment, parce que c'est ça qui est important. La définition de l'occupation militaire, où on peut dire que l'essentiel du régime juridique de l'occupation militaire s'appuie sur 3 instruments internationaux, 3 documents, je dirais comme ça, aux conventions si l'on veut. La première, je vais vous lire ça, c'est pour être plus clair, le règlement annexé à la 4e convention de la Haye de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre.
La plupart des gens qui vous parlent de l'occupation vous renvoient à la définition de la Convention de la Haye de 1987, qui est d'actualité, bien entendu. Le deuxième document, c'est la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Et le troisième document, si l'on veut, c'est le protocole additionnel 1 de 1977 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux. Alors, quand on prend le premier règlement annexe 1, donc la quatrième convention de la Haye de 1907, parce que les arguments, généralement, les gens s'appuient sur ça. Et quand le professeur Mbata dit que ce sont des notions juridiques ou des sciences politiques, il a raison de le dire, mais il n'explique pas, il ne détaille pas parce qu'il n'est pas capable de le faire. Généralement, les gens qui sont contre le fait qu'il y ait occupation, ceux qui refusent ou réfutent l'argument de l'occupation du Congo disent que, bon, ils disent la définition de l'occupation selon la Convention de la Haye n'est pas correcte, ne permet pas de dire que le Congo est occupé. Ils ont raison, quelque part. Mais vous allez voir pourquoi moi je veux contester cela. Pas contester ce point-là, mais contester le fait que le Congo est quand même occupé. Je vais expliquer pourquoi. Si vous prenez cette convention de la Haye de 1907, l'article 42, au terme de l'article 42 du règlement de la Haye, donc de cette convention, ça dit ceci. Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie. L'occupation ne s'étend qu'au territoire où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer. Ici, donc, on le constate là, comme c'est le cas de manière générale dans le droit international des conflits armés, c'est le principe de l'effectivité ici qui est privilégié. C'est-à-dire qu'une occupation, il y a un conflit, il y a la soumission de facto d'un territoire et de sa population à l'autorité d'une armée ennemie. C'est ça qui fait que beaucoup de juristes, ou même beaucoup de gens en sciences politiques, de politologues, vont vous dire, si vous dites que le Congo est occupé, ils vont vous dire non, le Congo n'est pas occupé, si on se réfère à la définition de la Convention de la Haye. Ils ont raison sur ce point. Parce que quand on regarde la situation d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Congo est occupé si on prend cette définition. D'accord. Mais la définition de la Haye va être précisée et élargie à la suite de l'adoption de ce que je vous ai dit, donc de la Convention de Genève, là, donc la Convention de Genève de 1949. Et là, il y a quelque chose d'intéressant parce que le principe d'effectivité, va être élargi. Excusez-moi parce que je ne me sens pas bien. C'est-à-dire qu'elle va être élargie que, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans la Convention de Genève de 1949, on élargit la définition de l'occupation telle que on l'a vu dans la Convention de la Haye de 1907. Et donc, vous allez voir, par exemple, que ici on dit la Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une autre partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire. Donc, on voit ici que l'article 2, ça c'est l'article 2 de la Convention de Genève de 1949, là, sur la question de l'occupation. On voit que cet article-là s'écarte du cadre défini par l'article 42 que nous venons de lire, du règlement de la Haye de 1907. C'est un peu technique, mais vous allez comprendre, je vais essayer d'aller vite pour alléger, pour que ce soit clair pour tout le monde. C'est-à-dire que l'occupation ne se caractérise pas seulement, en fait, par la domination d'une armée ennemie. Donc là, ils élargissent le champ, la définition. Et ce qui est important, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'au fond, la première définition, elle est toujours valable. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? On voit ici que la notion évolue. Et la notion évolue en fonction des situations auxquelles on est confronté, en fonction des événements auxquels on est confronté. Au début, on l'a limité strictement sur une occupation autorité militaire qui assujettisse une population et un pays. Et puis après, ils élargissent ça. Et il y a un auteur intéressant, Sylvain Vité, dans un article que vous pouvez vérifier, hein, l'applicabilité du droit international de l'occupation militaire aux activités des organisations internationales. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il semble clair que la conférence de 1949 a été influencée outre mesure par la conception ancienne selon laquelle l'occupation de guerre ne couvrait qu'une brève phase transitoire lors des hostilités et jusqu'à la conclusion du traité de paix. Ce modèle, encore tourné vers le XIXe siècle, s'est avéré dépassé après 1945. Dans les années 60, les occupations prolongées ont vu le jour,
comme ce fut le cas des territoires occupés par Israël de 1967 à nos jours. C'est la raison pour laquelle la limite temporelle d'un an contenue dans la 4e Convention de Genève a été abrogée par l'article 3b du protocole additionnel 1 de 1977 dont je vous ai parlé. Le constat que l'on fait ici, c'est quoi? C'est que les événements emmènent les politologues, les juristes à questionner certaines notions que l'on avait de certains concepts. C'est-à-dire que l'occupation, ici, c'est qu'on nous explique ici, c'est que la situation en Palestine a emmené les juristes, les politologues, à s'interroger sur la notion, sur le postulat de départ de 1907, qui a évolué en 1949 et qui, à la lumière des événements en Palestine, devait encore une fois évoluer. C'est-à-dire, ici, on voit ici, on a abrogé un article pour donner sens à une réalité à laquelle on n'avait pas pensé ou qui ne rencontre pas les événements de l'époque. Donc, les notions et les concepts sont appelés à évoluer. Vous ne pouvez pas, en tant que scientifique, penser que les concepts sont figés ou sont rigides. Non, les concepts sont appelés à évoluer. Et je donne ces exemples-là pour comprendre pourquoi, pour certains, le Congo est un pays occupé. Mais j'y arrive. Parallèlement à toutes les discussions qu'il y a eu sur la question de l'occupation, les conventions de 1907, convention de Genève 49, le protocole additionnel en 77, les débats ont continué sur la sphère intellectuelle, sur la sphère scientifique. Et il y a un universitaire qui a fait un travail de fond intéressant sur la notion d'occupation. C'est un article scientifique écrit en 1987. J'avais dit, on est dans pièce contre pièce. Donc voilà, l'article c'est de Adam Robert. Donc vous voyez l'article est là. Vous pouvez voir le titre. Donc what is a military occupation? Donc c'est quoi une occupation militaire? Il a fait une réflexion à ce sujet. Et lui, il fait observer que la notion d'occupation est suffisamment large pour englober une variété de situations. Lui, il ne se limite pas à examiner simplement les conventions. Il s'appuie sur les conventions, mais il dit il y a des situations qui nous emmènent à interroger la notion d'occupation, à se poser des questions sur la notion d'occupation. Et il cite 4 types, donc il identifie en fait quelques traits communs qu'il résume en 4 points. Et je veux vous les nommer. Il dit ceci. Ça, c'est des points relatifs à l'occupation. Il dit 1. Il existe une force militaire dont la présence sur un territoire n'est pas sanctionnée ou réglementée par un accord valable ou dont les activités y impliquent un large éventail de contacts avec la société d'accueil qui ne sont pas couverts de manière adéquate par l'accord initial en vertu duquel elle est intervenue. Point 2. Donc la deuxième situation. L'armée a soit déplacé le système ordinaire d'ordre public et de gouvernement du territoire en le remplaçant par sa propre structure de commandement, soit à démontrer la capacité physique manifeste de le déplacer. Troisième point, il dit, il existe une différence de nationalité et d'intérêt entre les habitants d'une part et les forces qui interviennent et exercent un pouvoir sur eux d'autre part. Les premiers ne devant pas prêter allégeance aux seconds. Vous avez entendu ça là. 4. Dans le cadre général d'une violation des parties importantes de l'ordre juridique national et international, l'administration et la vie de la société doivent se poursuivre sur une base juridique quelconque. Et il existe un besoin pratique d'un ensemble de règles d'urgence pour réduire les dangers qui peuvent résulter des affrontements entre les forces militaires et les habitants. Adams Robert dit ceci. Le genre d'occupation militaire peut être classé de différentes façons selon l'objectif particulier pour lequel la classification est faite. C'est très important ce qu'il dit ici. Pourquoi? Parce qu'il lui donne des situations qui peuvent mener à dire qu'il y a une occupation dans un pays. Et c'est ça le travail des universitaires, c'est ça le travail intellectuel. Ce n'est pas simplement de faire du copier-coller, ce n'est pas seulement de se contenter de lire, de réciter. Et ça, c'est le drame de beaucoup d'universitaires, de beaucoup de diplômés dans nos pays africains. Personne ne questionne parfois certains concepts, on se contente simplement d'ingurgiter et pour après régurgiter sur nos étudiants ou sur les gens. Non, la rigueur intellectuelle aussi nous oblige
à questionner certains faits au regard des situations que nous observons, et celle de la RDC en est une. Maintenant, quand on voit ça, ce que dit Adams, ce que dit Adams m'emmène à m'interroger sur l'occupation actuelle de la RDC. Je veux revenir sur ça parce que le point le plus important qui a retenu mon attention chez Adams, c'est quand il dit il existe une différence de nationalité d'intérêt entre les habitants, d'une part, et les forces qui interviennent et exercent un pouvoir sur eux, pardon, d'autre part. Les premiers ne devant pas prêter allégeance aux seconds. Est-ce que c'est ce que nous observons au Kivu? Je dirais oui. Bon, quelqu'un dira, mais oui, mais le Kivu, le Congo a un président. Non. Et c'est là où le cas congolais devient particulier. Mais avant d'aller plus loin, je veux vous lire le rapport des Nations Unies de 2002 qui suit le premier que je viens de lire. Pièce contre pièce. Ce rapport n'a pas été préparé par un Congolais ou par un cousin de Patrick Mbeko. Ce rapport, le groupe d'experts des Nations Unies était composé de M. Mahmoud Kassem, égyptien, Jim Friedman, Canada, un Canadien, Holt, États-Unis d'Amérique, Bruno Chemsky, Belgique, Mustapha Tal, Sénégal. Donc, ce ne sont pas, il n'y a pas de Congolais là-dedans pour accuser de quoi que ce soit. Alors, que dit ce rapport? Vous allez comprendre pourquoi, pour certains d'entre nous, la RDC est un pays occupé, une partie du pays. Allons-y, lisons le rapport des Nations Unies que peut-être M. Mbata n'a jamais lu, mais je vais l'aider, je vais lire ça à sa place pour que prochainement, quand il va passer sur ces chaînes-là, ghetto de Kinshasa, qu'il y ait un peu de matière. Les accords de Pretoria et de Luanda, conclus avec l'aide de l'Afrique du Sud et de l'Angola, ont accéléré les récents retraits de troupes opérés dans l'est de la République démocratique du Congo. Bien qu'ils soient perçus comme un signe encourageant, ces retraits ont peu de chances d'entamer la volonté résolue d'individus zimbabwéens, rwandais ou ougandais d'exercer un contrôle économique sur certaines régions de la République démocratique du Congo. Le départ de leurs forces ne réduira guère le contrôle économique qu'ils exercent ou les moyens dont ils disposent pour exercer ce contrôle. L'utilisation des armées nationales n'étant qu'un des multiples outils auxquels ils ont recours. Je vais aller sauter quelques passages. Je vais aller plus loin. Les régimes rwandais, zimbabwéens et des particuliers ougandais influents ont adopté d'autres stratégies pour maintenir en place, après le départ de leurs troupes, des mécanismes générateurs de revenus dans des multiples activités criminelles. Ça, ce sont les experts des Nations Unies qui le disent. À l'instar des forces de défense du peuple ougandais et sous la pression de ses plus proches alliés, le Rwanda a commencé à se retirer de la République démocratique du Congo. En prévision de ce retrait, écoutez-moi bien, chers compatriotes, écoutez-moi bien, en prévision de ce retrait, il a mis en place des mécanismes de contrôle économique qui ne nécessitent pas une présence clairement établie de l'armée patriotique rwandaise. Je répète, là c'est le Rwanda. En prévision de ce retrait, il a mis en place des mécanismes de contrôle économique qui ne nécessitent pas une présence clairement établie de l'armée patriotique rwandaise. Des hommes d'affaires de Kigali sont venus prendre la place des directeurs congolais d'entreprises para-étatiques de façon à garantir de recettes régulières des usines d'approvisionnement en eau, des centrales électriques et des moyens de transport. La monnaie locale a été remplacée par la monnaie rwandaise, ça c'était à l'époque. Des bataillons, et ça c'est très important, des bataillons de l'armée patriotique rwandaise spécialisés dans la pose des mines sont restés sur place, même s'ils ont cessé de porter l'uniforme et ils poursuivront leurs activités sous couvert d'échanges commerciaux. Ici, on nous explique que les troupes rwandaises qui étaient sur place, si les uns sont partis, d'autres sont restés, ils ont changé de stratégie pour maintenir le mécanisme d'exploitation en place. Et on continue. Certaines sources ont signalé au groupe d'experts de l'ONU que l'armée patriotique rwandaise avait récemment lancé une opération pour obtenir un grand nombre de passeports congolais dans le but d'offrir à ces officiers une identité de complaisance les autorisant à rester en place sur les sites stratégiques de la République démocratique du Congo. Monsieur Mbata, ce n'est pas Patrick Mbeko, ça, c'est les experts des Nations Unies. Ils ont expliqué comment le Rwanda a opéré pour
après son retrait, maintenir un état de fait qui va lui permettre de profiter de l'Est de notre pays. J'ai parlé de l'occupation au début. Là, on parle de stratégie. Alors là, ça me renvoie à ce que je vous ai dit tantôt sur la discussion, sur la notion d'occupation. Pourquoi pour nous le Congo est occupé? Parce que le Rwanda, en mettant en place ce stratagème, et peut être présent sur le territoire congolais sans l'être officiellement. Parce qu'une présence officielle peut emmener la communauté internationale à réagir, comme l'ont expliqué, comme l'ont anticipé les experts des Nations Unies. Voilà pourquoi il revient aux universitaires congolais, aux intellectuels congolais qui comprennent ces enjeux-là, de produire sur le plan intellectuel des articles scientifiques pour expliquer pourquoi eux estiment que le Congo a inauguré une nouvelle façon de faire la guerre et d'occuper un pays. Et ça, on ne le fait pas. On se contente, comme M. Mbata, de débiter des inepties qui n'ont aucun sens. Et ça ne peut pas faire avancer le débat et surtout pas la cause congolaise. Parce qu'on a besoin d'intellectuels, des gens qui réfléchissent, qui vont aller aux Nations Unies un peu partout pour dire voilà pourquoi nous estimons que notre pays est occupé, voici comment le Rwanda a opéré. Ce que je dis ici, ce n'est pas Pratique Mbeko, ce sont les experts des Nations Unies qui l'ont dit. Alors, quand vous avez des universitaires euh, qui jouent, qui se comportent avec la connaissance comme s'ils étaient devant un foufou, c'est normal qu'on se trouve dans ce genre de situation. Qui va défendre le Congo à l'étranger, qui va défendre les enjeux aujourd'hui à l'étranger, si on ne maîtrise même pas ce genre de notions? Et je veux vous donner un exemple. Un jour, j'ai discuté avec le docteur Mukwege et il a expliqué quelque chose qui était très inquiétant. Il dit, il y a des parties à l'est de notre pays où quand vous arrivez, vous voyez un colonel qui se soumet à un lieutenant. Il suffit de demander les origines des uns et des autres pour comprendre les tas de faits qui existent dans ce pays-là. Alors, quand nous disons que le Congo est occupé, nous ne disons pas ça simplement parce que ça nous plaît, parce que ça nous fait plaisir. Une partie, pas tout le Congo, une partie du Congo est occupée. Et étant donné que nous avons un régime de complaisance qui est le produit du système qui maintient ce système d'occupation, il est normal que ce gouvernement-là ne se batte pas pour l'intérêt ou les intérêts de la RDC. On a aujourd'hui à l'est de notre pays de nombreux soldats rwandais qui utilisent des tenues de FARDC. Certains parlent d'infiltration. Non, la notion d'infiltration est beaucoup plus subtile, même si elle est aussi complexe que celle de l'occupation. Mais là, nous avons un état de fait. Et si je vous renvoie au texte d'Adams, il y a des critères, il y a des situations qui nous permettent aujourd'hui de dire que le pays est occupé. En partie du pays, en tout cas, au niveau du Kivu, qui est occupé, puisque nous n'exerçons même pas l'autorité de l'État là-bas. On oublie de dire que les militaires rwandais qui portent la tenue des FARDC ne veulent pas être mutés ailleurs. Tous restent à l'est du pays. On l'a vu. Et je veux continuer. Le rapport des Nations Unies, pardon, va plus loin. Vous m'entendez bien? J'espère, hein, parce que je ne sais pas trop, je ne suis pas trop bon. Les experts des Nations Unies disent ceci. Le groupe d'experts a eu connaissance d'autres tactiques employées pour masquer le maintien de la présence d'une force armée inférieure au Rwanda via le RCD Goma pour injecter des milliers de militaires rwandais au sein des FARC, rebaptisés aujourd'hui Forces armées rwandaises déployées au Congo. Ça, c'est moi qui ai ajouté là. Mais là, je vous parle de ce que les experts des Nations Unies ont dit. Vous voyez, là, ce n'est pas un Congolais qui dit ça. On vous dit qu'ils ont eu connaissance des tactiques, ça c'est des experts des Nations Unies qui le disent, employées pour masquer le maintien de la présence d'une force armée inférieure au Rwanda, à l'est de notre pays. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est les experts des Nations Unies. Alors, M. Mbata, arrêtez de vous comporter comme un wewa, parce que vous avez quand même le titre de professeur. Même si vous évoluez dans un écosystème qui est en état de putréfaction intellectuelle avancée, essayez de faire honneur à la science, c'est très important. Je ne vous le dis pas pour vous descendre, je ne gagnerai rien, mais c'est de votre pays dont il s'agit. Même tous ces journalistes, ceux qui se prétendent journalistes, qui sont en fait des youtubeurs, parce qu'être journaliste, ça prend une formation. Moi qui parle, je suis journaliste de formation.
j'ai fait les sciences politiques, j'ai fait les affaires diplomatiques et stratégiques, enquête et renseignement, affaires publiques et gestion internationale. Aujourd'hui, communication stratégique internationale. Voilà. Mais si je ne fais pas montre de rigueur, mais comment les gens vont me prendre au sérieux? Et vous autres, là, les journalistes, là, bon, les journaleux ou bien, je ne sais pas, les youtubeurs, ayez pitié de votre pays. Ce n'est pas parce qu'on vous jette de miettes là et que vous pouvez cirer les pompes. Bon, je comprends, le pays ne produit pas, les gens ne travaillent pas. Il est normal que quelqu'un cire les pompes ici et là pour s'acheter une petite veste à victoire. Mais à un moment donné, mettez un peu de rigueur dans votre travail. Et vous, M. Mbata, plus particulièrement vous, parce que vous vous comportez comme un wewa de l'intellect. Voilà. Ayez la posture d'un universitaire. Vous n'êtes pas là à crier comme un fou sur des chaînes YouTube. Et j'ai eu mal au cœur en vous entendant dire, M. Mbata, que vous passez sur une chaîne qui n'a même pas la beauté d'un grenier. Et vous vous vantez de passer là-bas sur YouTube pour dire que bon, c'est pour des grandes personnes. Où en sommes-nous, M. Mbata? Moi, je suis votre petit frère, mais je ne suis pas de votre lignée. Moi, nous avons des références. Maître Nimi, Maître Kamanda Wakamanda. On peut reprocher des choses à la Deuxième République, mais il y avait une rigueur, il y avait un sérieux. Je suis de cette école-là, où on ne badine pas avec la science, on ne se comporte pas avec la connaissance comme si on avait un foufou en main. Il faut de la rigueur parce qu'il en va de l'avenir de votre propre pays, de notre pays. Quand vous vous comportez comme ça, vous insultez la science, mais aussi vous insultez les Congolais. Vous insultez l'intelligence des Congolais. Et quand les étrangers voient ça, ils ne peuvent pas respecter les Congolais. Ils disent, mais voilà ce que ça produit. Et c'est à cause de vous, M. Mbata, des gens comme vous, que les gens disent que les universitaires, les intellectuels ne valent plus rien dans ce pays. C'est à cause des gens comme vous. Vous vous prostituez intellectuellement pour de petits pains. Respectez la science. Si vous n'avez pas envie d'en parler, moi, taisez-vous. Si vous n'êtes pas documenté, taisez-vous. Mais je n'ai pas fini. Parce que le pièce contre pièce doit quand même continuer. J'aime ça, les pièces, parce que j'aime la documentation. Et permettez-moi de m'adresser aussi aux députés congolais. Parce que quand vous posez mal un problème, la solution qui en résultera sera problématique. Il faut bien poser le problème, faire un très bon diagnostic pour trouver le bon produit pour guérir un malade. C'est comme ça qu'on se comporte. Il faut poser le problème de manière adéquate pour proposer des pistes de solutions viables. Parce que quand on parle de la question d'occupation, et même encore des Banyamulenge, je veux revenir là-dessus, c'est que des gens disent, bon, mais Patrick Mbeko exagère. Il y a même des gens qui disent, mais Patrick Mbeko, vous donnez beaucoup d'importance au Rwanda. Non, on ne donne pas beaucoup d'importance au Rwanda. On relate des faits. C'est tout. Et il appartient aux décideurs, il appartient aux Congolais de comprendre ces faits-là pour prendre position dans des affaires qui concernent leur pays. Je veux vous lire ici l'intervention de Steve Edge devant la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants aux États-Unis. C'était sur le Congo, parce que, bon, je vous ai dit pièce contre pièce. Hein. Il est là, le document. C'est public, hein, tout ce que je vous dis ici. Et vous allez comprendre pourquoi nous disons que cette question d'occupation d'une partie du territoire, de manière subtile, cette question des Banyamulenge doit être traitée avec la plus grande rigueur et le plus grand sérieux. Steve Edge dit ceci, vous allez m'excuser, c'est un tout petit peu long. Un tout petit peu long. Il dit, maintenant, ce ne sont pas vraiment les revendications des accords du 23 mars 2009 ou la bonne gouvernance, les droits de l'homme, alors que le Rwanda cherche. Malgré la paranoïa extrémiste à propos de la balkanisation, si répandue depuis de nombreuses années parmi la population congolaise traumatisée par les multiples invasions étrangères, une seule des revendications des rebelles a un pouvoir explicatif durable, c'est le fédéralisme. Ici, on parle de M23. Les M23 ont été présentés comme des rebelles congolais. Ces gens-là qui faisaient partie des forces d'occupation basées à l'Est, se sont mutinés contre le gouvernement central. Et on explique dans notre livre Stratégie du chaos pourquoi, pour revendiquer des choses qui, en réalité, occultent des velléités, un dessein enfoui qui est
Eux, ils disent le fédéralisme. Mais quand je dis fédéralisme, quand les Rwandais disent fédéralisme à l'est du Congo, vous comprenez ce que cela veut dire. Je continue et vous allez comprendre tout ça, là, que tout ça est lié. L'implication du Rwanda dans l'orchestration de la rébellion du 1-23 devient plus compréhensible lorsqu'elle est comprise comme un vecteur déterminé et calculé pour conduire à la création d'un État fédéral autonome à l'est du Congo. Celui qui dit ça, c'est le chef, celui qui était le chef des experts des Nations Unies au Congo, qui était venu enquêter dans la région des Grands Lacs. Et ça, il le dit, pas devant des Congolais, il le dit devant des élus américains. C'est important de le savoir. Devant les élus américains. C'est lui qui parle de ça, là, c'est pas nous. Quand on parle de ça, les gens nous disent on exagère. Mais je répète, l'implication du Rwanda, ça c'est Steve Edge, dans l'orchestration de la rébellion du 1-23, qui, le 1-23, les mêmes qui ont obtenu l'amnistie en RDC, voilà, de la part de Félix, là, les mêmes là. L'implication du Rwanda dans l'orchestration de la rébellion du 1-23 devient plus compréhensible lorsqu'elle est comprise comme un vecteur déterminé et calculé pour conduire à la création d'un État fédéral autonome à l'est du Congo. Il y a eu des spéculations quant à savoir si l'implication du Rwanda était dictée par des intérêts de sécurité, ses intérêts économiques ou des liens ethniques et culturels. La motivation de créer un État fédéral de l'Est du Congo semble incarner toutes ces autres préoccupations. Ça, c'est Steve H. Donc, quand on dit que le Rwandais est là juste pour piller, quand vous voyez la question des Banyamulenge et tout ça, il y a un objectif ultime derrière ça, qui est la terre. Et là, je veux interpeller les députés congolais. J'ai suivi pendant l'affaire de Roubaix-Roi au Parlement sur l'affaire Minembwe beaucoup de choses. J'ai entendu Mme F. Bazaïba dire oui, on vous a accordé la terre, on vous a accordé la nationalité, mais là vous voulez la terre, ça ne marche pas. L'honorable Maïndo, pour qui j'ai un très grand respect, a dit moi je pensais même que cette affaire de terre était réglée après leur avoir octroyé la nationalité. En tout cas, je paraphrase. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit ça c'est la naïveté des hommes politiques congolais. Qu'ils m'excusent. Parce qu'en réalité, la question de la nationalité est une question intermédiaire dans un processus dont le but ultime est la terre. Et c'est ce qu'on ne comprend pas. Quand ils ont fait la guerre avec le FDL, puis en 98, puis avec le CNDP, puis avec le 1-23, et aujourd'hui on déstabilise à Béni. J'ai fait un article pour ceux qui l'ont vu dans Sputnik parce que je suis analyste des questions africaines en ce qui concerne l'Afrique centrale chez Sputnik France. Voilà. Pour te rappeler qu'on travaille quand même, d'abord, organe nous en opinion sur eux, hein, les internationaux, les sérieux. Voilà. Donc, j'ai fait un papier sur la question de l'État islamique pour dire que ça n'a rien à voir avec la réalité des faits. Alors, tous ces processus-là concourent à une chose, c'est la terre. Alors, quand les gens débattent sur la question des Banyamulenge en disant, mais on vous a accordé la nationalité déjà qu'ils ne l'ont jamais obtenue de manière réelle, parce que je l'ai expliqué dans ma première réponse à M. Mbata, ça pose problème. Quand l'honorable Moïndo dit, oui, mais il y a des bons Banyamulenge, c'est vrai, je suis totalement d'accord. Le problème, c'est que ces gens qui ont obtenu la nationalité congolaise l'ont obtenue de manière frauduleuse, avec un dessein clair. Et tant qu'on ne comprendra pas cela, tant que les politiciens congolais ne vont pas comprendre ça, le Congo aura toujours des problèmes. Je continue avec Steve H. Steve H dit ceci. Avant les élections de novembre 2011, l'un des officiers de renseignement le plus élevé au sein du gouvernement rwandais a discuté avec moi plusieurs scénarios possibles pour la sécession de l'Est du Congo. Ça, c'est un agent des renseignements rwandais qui parle avec Steve Edge et qui lui explique. Je continue. Reflétant la pensée de beaucoup de ses collègues, il a affirmé que parce que le Congo était trop grand pour être gouverné par Kinshasa, le Rwanda devrait favoriser l'émergence d'un État fédéral pour l'Est du Congo. Monsieur Mbata, on n'est pas dans la spéculation ici, on est dans les faits. Celui qui tient ces propos, c'est un expert, c'était le chef des enquêteurs des Nations Unies au Congo. Voilà pourquoi on ne peut pas accepter que des gens dans l'état intellectuel et dans l'état intellectuel et en putréfaction puissent venir nous raconter des âneries. Moi, je m'insurge contre ça parce que vos propos déroutent les Congolais, ceux qui sont assez naïfs, et de cette manière-là, on ne peut plus aborder les enjeux les plus sérieux avec la plus grande rigueur.
Je n'ai pas de problème, je le répète, que vous ayez vous pavaner sur des chaînes ghetto de Kinshasa pour vous faire valoir ou pour être interrogé par des gens intellectuellement limités. Ce n'est pas ça le problème. Ces compatriotes ont besoin de manger, ils veulent se prostituer, c'est la voie qu'ils ont choisie. Ce n'est pas un problème. Mais vous, en tant que professeur, vous devez faire montre de rigueur. C'est très important. Quand vous abordez les questions de votre pays avec légèreté, vous faites des dégâts à votre propre pays. Parce que les étrangers ou les ennemis du Congo peuvent utiliser vos propos pour affaiblir le Congo. Aujourd'hui, nous allons dans des endroits, nous discutons avec des gens. On nous rappelle que notre président a dit que les Banyamulenge sont des Congolais. Du coup, le débat s'arrête. Comment pouvez-vous expliquer aux gens la subtilité, la complexité du dossier quand votre président a dit ouvertement et publiquement que voilà, ce sont des Congolais, le débat est clos. C'est tout le problème que l'on a quand on a des gens de votre acabit. Et nous, et moi particulièrement, j'avais dit, je me suis engagé à contester toutes les âneries que vous allez raconter. Vous pouvez aller polémiquer, je ne suis pas là pour polémiquer, je n'ai pas le temps de polémiquer, je vous dis honnêtement et en toute humilité, l'intellectuel, on le reconnaît par la capacité, par ses productions, sa production intellectuelle. J'en ai. Donc, je n'ai pas le temps de rentrer dans des débats inutiles. Mais je vous interpelle en tant qu'aîné, en tant que professeur. Faites montre de rigueur pour le bien-être de ce pays. Je continue avec Steve Edge pour Ezali Kamba pièce contre pièce. Steve Edge dit ceci. Lors d'une rencontre officielle avec le gouvernement rwandais à Kigali en juillet, plusieurs représentants n'ont pas caché le fait que la seule solution qu'ils avaient à l'esprit était bien le fédéralisme. Ça, on parle des Rwandais. Il s'agit du Congo, mais ce sont les Rwandais qui décident et qui expliquent. Il n'est pas surprenant, dit Steve Edge, que le Rwanda ait ouvertement aidé et encouragé les sécessionnistes congolais autoproclamés afin de placer la barre suffisamment haut pour que le fédéralisme soit finalement considéré comme un compromis acceptable. Ceux qu'on appelle sécessionnistes congolais autoproclamés, ce sont les Rwandais du M23. Au cours de plusieurs réunions internes du M23 pour la mobilisation, des hauts fonctionnaires du gouvernement, y compris l'assistant spécial du ministre de la Défense, on parle du ministre de la Défense du Rwanda, ont ouvertement affirmé que la création de cet État autonome était en fait l'objectif clé de la rébellion. Des gens que nous avons amnistiés et qui vont peut-être revenir dans les institutions sécuritaires. Voilà la bêtise de l'homme congolais. On poursuit. Là, un porte-parole du 1-23 récemment déclaré au New York Times, nous voulons plus que la décentralisation, nous voulons le fédéralisme. Et les intérêts de la partie orientale du Congo sont en Afrique orientale. Vous comprenez ça? Vous comprenez pourquoi on a demandé à ce que le Congo adhère, que la partie Est se tourne vers l'Afrique de l'Est sur le plan économique et commercial? Vous comprenez tout ça? Il faut avoir un regard global pour comprendre ces enjeux. Si nous nous limitons à lire l'histoire ou les faits de manière superficielle, nous n'allons pas comprendre ce qui est en train d'arriver à ce pays. Je continue. Même les hauts, ça c'est Steve Edge qui dit, même les hauts responsables de la sécurité ougandaise reconnaissent que c'était le but des Rwandais dans cette guerre de M23, donc prendre une partie de la terre. Un officier qui était lui-même impliqué dans le soutien du M23 en coopération avec les Rwandais nous a dit, ils voient grand, donc les Rwandais, vous devez regarder le Sud-Soudan. Vous devez regarder le Sud-Soudan. Ça, c'est un officier ougandais qui parle à Steve Edge et qui a travaillé avec le M23 et qui dit comment les Rwandais vont grand. Et pour comprendre la perspective rwandaise, il faut regarder le Sud-Soudan. Ça, ce sont des choses peut-être que M. Mbata ne comprend pas. C'est un constitutionnaliste. Son rôle est d'interpréter le petit livre bleu congolais. Moi, en tant que géopolitologue, mon rôle est d'essayer de comprendre les chevaux compliqués, des enjeux compliqués, géopolitiques et stratégiques. Posant un terrain, mon prof, pour continuer les solos. On continue ici. Là, c'est quand il parle du Sud-Soudan. Cet objectif explique également pourquoi le Rwanda a constamment cherché à dépeindre tous les groupes armés de l'Est de la RDC comme un seul front, uni et crédible contre Kinshasa, et a qualifié à plusieurs reprises de fictif le grand vide noir dans l'État congolais. Vous voyez ce que je dis, je venais de vous dire sur la question de l'occupation. C'est qu'à partir du moment où on part du principe que le Congo a un gouvernement, on perd de vue que ce gouvernement est le produit d'un système de prédation qui occupe une partie de notre territoire. Et le fait
qu'on ne comprenne pas ça, emmène des gens comme le professeur Mbata à débuter des inepties. Ce que nous devons comprendre, c'est que la question de l'occupation au Congo tire sa substance de la guerre de prédation qui a été imposée au peuple congolais et qui a utilisé des proxys, pas seulement rwandais, mais aussi congolais, pour achever cet objectif que le Rwanda veut atteindre en RDC. Et c'est fondamental. Un État fédéral autonome pour le Congo oriental cimenterait et garantirait l'influence déjà considérable du Rwanda sur les aspects militaires, politiques, économiques et culturels de la vie. Je répète cette partie-là pour que les gens comprennent. Un État fédéral autonome pour le Congo oriental cimenterait et garantirait l'influence déjà considérable du Rwanda sur les aspects militaires, politiques, économiques et culturels de la vie. Ici, ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ils disent qu'une fois que l'État autonome est créé, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cela va non seulement cimenter, mais garantirait l'influence déjà considérable du Rwanda sur les aspects militaires, politiques, économiques et culturels de la vie. C'est-à-dire que là, on nous dit simplement que toute cette partie-là est dominée par le Rwanda. Voilà pourquoi nous parlons d'occupation. Une occupation qui est invisible à l'œil nu, qui est subtile, mais qui ne peut être déchiffrée et décryptée que par des gens qui ont une maîtrise des enjeux et qui ont compris la mécanique de déstabilisation qui sévit à l'est du Congo. Alors, M. Mbata, j'espère que prochainement, vous n'allez pas débiter des élections publiques. Et je crois aussi, et j'invite quand même nos compatriotes, et surtout ceux de la diaspora, vous vivez dans des pays développés, vous ne pouvez pas développer un amour pour la bêtise et la médiocrité. Des gens qui passent au Congo, j'ai beaucoup de respect pour mes compatriotes qui sont au pays, mais le Congo n'est pas un pays normal. Les choses qui se passent dans ce pays n'est pas normal. Alors, quand on prend comme modèle des gens qui sont médiocres, c'est qu'il y a un problème dans le chef du Congolais. Parce que on voit beaucoup d'émissions circuler. Moi, de temps en temps, des gens m'envoient des vidéos, là, des extraits de vidéos. Bon, les gens peuvent me vilipender, m'insulter. C'est pas ça le problème. Moi, je comprends les gens qui m'insultent. Ce sont des gens qui ont faim. Ce sont des compatriotes, n'ont rien à faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de travail. L'État ne crée pas grand-chose. Alors, les gens, une caméra et un téléphone, et puis bon, tu fais ta chaîne YouTube, tu fais ton émission, tu es un YouTuber. Bon, si tu veux au Congo, on t'appelle journaliste, tu racontes ta vie, et puis il y a des gens qui vont l'aimer parce que le niveau est bas. Mais nous devons faire l'effort d'essayer de garder le niveau haut, même si on considère que nous, les Congolais, aujourd'hui, nous ne valons plus rien aux yeux du monde. Moi, j'invite les minorités conscientes et agissantes à prendre leurs responsabilités. Dans notre pays, la médiocrité a pris des proportions inquiétantes. Il faut que les minorités organisées, conscientes et sérieuses, des gens rigoureux, acceptent d'être insultés par la majorité abrutie pour délivrer des problèmes que nous connaissons. Moi, je ne me bats pas pour moi. J'aurais bien accepté les postes qu'on m'offre. Mais nous devons à un moment donné faire le choix de la rupture. Alors à vous, M. Mbata, je ne voulais pas être très dur avec vous. Je crois et j'espère avoir extirpé le cancer de l'ignorance qui gangrène votre corps avec le bistouri de la connaissance et de la rigueur intellectuelle que j'ai. Donc je crois que prochainement, vous allez réfléchir à deux reprises avant de débuter des inhibitions publiques. Vous êtes un professeur d'université, ayez la posture d'un professeur d'université pour faire honneur à la science au Congo, même si le niveau est très bas. C'est tout ce qu'on vous demande. Moi, je ne viens pas ici pour m'engager dans une partie de ping-pong avec vous. Je n'en ai pas besoin, je n'en ai pas le temps. Mais je vous interpelle parce que vous êtes mon aîné, vous êtes un professeur d'université et vous devez changer votre façon de faire. Ou vous vous comportez comme un wewa, il n'y a pas de problème avec ça, ou vous vous comportez comme un professeur d'université, alors dans ce cas-là, édifiez les gens. Vous ne pouvez pas continuer à débiter des idées. Si le Congo va très mal, si vous voulez aider Félix, c'est en lui disant la vérité, c'est en faisant une analyse claire et précise de la situation pour lui permettre de mieux orienter ses décisions. Ce n'est pas en cirant ses pompes. Pour finir, je dirais ceci,
à Dieu ce qui relève de l'esprit, aux, aux intellectuels ce qui relève de la pensée, aux constitutionnalistes ce qui relève de la petite constitution congolaise. Sur ce, je vous remercie et passez un bon week-end.